voilà, donc je vous propose effectivement dans ma série Carnet de voyage, finalement un voyage alors qui était des vacances. Hier, j'ai présenté la Chine et la Chine, j'y étais dans le cadre de missions pour l'école d'architecture ou pour le réseau des parcs naturels. Donc évidemment, c'était passionnant parce que j'ai rencontré des professionnels chinois et toute la mécanique administrative de gouvernance des territoires au niveau Chine, ce qui n'est pas le cas à Oman. À Oman, c'est plus des vacances comme n'importe qui, comme vous pouvez vous le faire, avec évidemment ce regard que j'essaye d'avoir un regard, on va dire, d'un touriste curieux et un peu Sherlock Holmes sur les bords, qui cherche voilà, à comprendre les mécaniques des pays dans lesquels je vais. Alors, vous avez vu le titre, parce que je pense que, évidemment, vous connaissez la situation de tous ces pays du Moyen-Orient, avec cette manne pétrolière depuis les années 30. En l'occurrence, pour l'Oman, c'est beaucoup plus tardif, hein, c'est les années 60, hein, le gaz essentiellement, donc avec moins de richesse hein, que les Émirats ou que l'Arabie Saoudite évidemment, ou même l'Iran, enfin, en termes de potentiel évidemment de production, ce qui fait que comme il y avait moins de richesse, peut-être ça s'est fait de façon plus sage. C'est pour ça que j'ai mis aussi un sultanat modéré à la fois peut-être en termes de modernité, même si évidemment il y a cette ambiguïté des systèmes patrimoniaux et puis des modes de vie contemporains, vous allez voir, mais en même temps le sultanat avec un sultan éclairé qui est resté plus de 50 ans au pouvoir, qui est décédé l'an dernier, qui était quelqu'un d'extrêmement modéré et qui a un peu joué le rôle de modérateur dans un Moyen-Orient extrêmement agité. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est un peu c'est vraiment mon carnet de voyage, hein, alors dans lequel évidemment j'aurais inséré plein de photographies, puisque moi j'essaye c'est presque devenu d'ailleurs une espèce d'objectif pour moi de voyage, de faire un carnet, c'est-à-dire que j'ai la chance, non, j'ai la malchance d'être vieux, donc j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé, et donc du coup j'ai peut-être une cinquantaine de carnets dans mon grenier qui sont empilés et qui me permettent de me replonger dans mes voyages régulièrement. Je mets toujours cette première image parce que c'est une sorte d'obligation que je me donne de commencer le carnet déjà en attendant l'avion. Dans la salle d'embarquement, donc nous sommes dans la salle d'embarquement ensemble. Alors parfois il y a des gens qui me regardent de façon un peu bizarre, voilà, mais en même temps pour moi c'est une sorte d'obligation de s'y mettre. Puis je trouve que c'est des lieux magiques. Moi j'avoue que je suis un fan des gares. J'adore les ambiances de gare. La nuit, c'est encore mieux, mais maintenant, il n'y a plus de train de nuit, c'est dommage. Et j'adore les ambiances d'aéroport. Évidemment, on sait bien que tout ce que ça représente en matière de réchauffement climatique, mais c'est quand même des lieux que je trouve incroyables. J'ai toujours pas compris comment un A380 pouvait s'envoler. C'est de la technologie qui m'échappe, et donc je trouve ça toujours magique. Et donc, quelque part, ça fait déjà partie du voyage que d'être là. Donc, j'ai pris un vol qui n'était pas un vol direct pour Mascate, pour Oman. Il y en a très peu. C'était un vol qui s'arrêtait à Dubaï. J'étais avec Emirates et en survolant Dubaï, ça c'est en redécollant de Dubaï, je me suis dit que j'avais vraiment été idiot, que j'avais vraiment été bête de ne pas m'organiser pour passer une journée ou 2 journées dans cette ville, contre-exemple absolu de la durabilité, même s'ils nous font croire qu'ils font des villes durables, c'est juste absurde. Enfin, je veux dire, c'est des mirages pour de vrai, qui dureront ce que durera la civilisation du pétrole. Et donc, on peut se poser la question effectivement de l'avenir de ces villes et de l'argent qui y a été investi et des populations qui se sont installées à terme. J'aurais bien aimé quand même aller voir, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc en fait, je suis allé à Oman. Donc vous voyez, pour situer quand même plus précisément dans la grande péninsule arabique, dont la principale partie c'est l'Arabie Saoudite avec Riyad, qui est en train de s'ouvrir au tourisme hein, petit à petit parce qu'ils ont aussi évidemment des valeurs patrimoniales, paysagères assez exceptionnelles, des sites archéologiques, etc., mais qu'on ne connaît pas. C'est un pays qui est assez plus que fermé. Le Yémen, avec la capitale de Sanaa, où j'ai eu la chance d'aller dans la fin des années 90,
dans une espèce de créneau improbable où c'était encore possible, un des plus beaux voyages de ma vie. Un lieu où j'étais tout seul avec mon sac à dos et je peux vous dire qu'il y a eu un accueil, je ne parle pas un mot d'arabe évidemment, et j'ai eu un accueil incroyable, c'était d'une richesse vraiment folle et un pays d'une beauté hallucinante qui est en train d'être détruite aujourd'hui, à la fois la population et à la fois les paysages et à la fois les villes et cette architecture de terre détruite sous couvert de conflits entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui se décentralisent, délocalisent dans ce pauvre pays. Et donc, Oman est situé, vous le voyez, dans la partie sud-est de la péninsule, avec, on le voit sur la photo de gauche, la péninsule de Musadan, qui est cette péninsule qui appartient à Oman et qui maîtrise le détroit d'Ormuz. Et donc, vous savez évidemment aujourd'hui à quel point ce détroit est absolument stratégique, mais il y était déjà du temps des Perses, hein, mais encore plus aujourd'hui au travers évidemment du pétrole entre l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar aussi, les Émirats, etc. Et tout ça passe par là. Et c'est Oman qui maîtrise, avec l'Iran de l'autre côté, le détroit d'Ormuz et ce passage. C'est évidemment une promesse de pouvoir géopolitique et diplomatique extrêmement. Voilà. Et donc le reste du pays, vous le voyez sur la petite carte du bas, c'est un grand système désertique. Alors là, je l'ai mis en vert, je n'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Et puis un système montagneux, vous avez le Djebel Shems, qui culmine quand même à plus de 3000 mètres d'altitude, qui se cale aussi contre les Émirats, et puis qui vient jusqu'à Sour sur la partie est, et puis une partie de montagne aussi vers le sud, vers Dhofar et Salalah, avec d'ailleurs des microclimats de micro-moussons qui fait qu'il y a un paysage extrêmement verdoyant avec les fameuses cultures des bosbalas qui sont les arbres à encens, qui sont une des grosses productions, une des énormes richesses historiques de Oman avant le pétrole évidemment. Ce que je redis encore un mot sur cette carte, le dessous des cartes, comme on dit sur Arte, c'est que j'ai parlé du droit d'Ormuz comme point stratégique. Si on regarde, je crois que c'est la carte d'après, non mais je la remettrai après, on reprend un peu de recul en regardant l'ensemble de l'océan Indien et les grandes routes de l'Inde qui vont évidemment des côtes ouest de l'Inde jusqu'à l'Europe en passant en longeant les côtes, toute cette route d'une très grande richesse, cette route des commerces qui a été l'objet de conflits entre les grandes puissances européennes, Portugal, France, Angleterre essentiellement, mais aussi qui a fait la richesse de Oman. Et évidemment, ça se voit dans les fortifications, les paysages, etc. Puisque Mascate, et en particulier un port que vous allez voir qui s'appelle Moutra, et Sour aussi, étaient des lieux abrités et qui permettaient d'être une étape avant Zanzibar et le sud vers l'Afrique pour descendre jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Donc effectivement, vous avez la carte qui correspond globalement au paysage que j'ai expliqué tout à l'heure. Toute la partie désertique est très peu habitée. Et puis c'est la partie du Djebel Shems au nord, avec les systèmes évidemment de nappes phréatiques, d'eau, de wadis, c'est-à-dire de rivières ou de fleuves d'ailleurs qui vont partir sur le golfe d'Oman. Et au sud, Salalah, qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le lieu qui était le lieu dans le Dhofar de production de l'encens. Entre les deux, c'est des grands déserts sur lesquels nous sommes passés, mais finalement relativement peu. On le voit sur la droite. Finalement, notre parcours, c'est Mascate, Moutra, qui est donc la partie ancienne de Mascate, Nizwa, en plein cœur du Djebel Shems. On ira tout à l'heure, avec un tout petit village dans une palmeraie en montagne qui s'appelle Misfa, où j'ai passé 4-5 jours, et puis une partie de désertique plus au sud, qui est le royaume des Bédouins, voilà, qui nous ont accueillis aussi. Donc moi, je suis arrivé, c'était assez étonnant parce que je suis arrivé un vendredi. Et vendredi, c'est le jour férié, donc la ville était un peu fantomatique, il y avait quasiment personne dedans, un peu comme des villes en ce moment. Ça aurait pu être une préfiguration du confinement.
Et donc, il y a une ambiance tout à fait singulière dans cette ville quand on y arrive à cette époque, à cette heure-là, à ce jour-là, même si le souk est ouvert en fin d'après-midi, plutôt en soirée, le vendredi soir. Donc, je me suis baladé un peu dans le souk quand même ce vendredi soir en arrivant. De toute façon, j'avais quelques heures de décalage dans les pattes et donc c'était pas mal que ça soit pas tout de suite la frénésie. Donc voilà, je me suis un peu perdu dans cette partie ancienne de Mascate, qui encore une fois qui est toute petite par rapport. Vous allez voir tout à l'heure des photos de ce qui est devenu cette ville qui s'est développée de façon exponentielle depuis une quarantaine d'années. Mais là, on est dans la partie ancienne et on voit le rapport tout de suite direct entre la ville ancienne, avec ses systèmes de ruelles, etc., et puis la roche, la fin du Djebel Shems qui vient se jeter dans la mer à cet endroit-là. Et donc, on voit bien sur ce croquis la partie ancienne de Mascate, on s'appelle Moutra, et qui est donc Mascate, ça veut dire le mouillage protégé, en gros. Donc on est bien dans cette affaire-là, c'est-à-dire c'est une baie protégée dans un océan Indien qui est un océan qui a aussi du caractère dans ces secteurs-là, et donc qui permettait aux navires des commerçants d'être protégés. Et vous le voyez, les fortifications, les quelques points fortifiés qui sont des restes de la présence portugaise. Les Portugais sont arrivés au début du XVIe siècle et finalement sont partis. Évidemment, il y a eu des conflits avec Oman, avec les Omaniens, mais aussi avec les Anglais. Et donc, quand les Anglais, comme toujours dans une logique commerçante, n'ont pas envahi, n'ont pas occupé le pays, mais ont passé des accords de protectorat. Et donc, les Portugais sont partis au début du 19e, au début du 20e, c'est tard, fin 19e, début 20e. Donc, on a cette baie assez magnifique qui est là. Alors, évidemment, qui s'est transformée, modernisée, etc. Mais on va le voir. Vous voyez sur la droite, il y a quand même quelques très, très, très belles maisons anciennes qui datent du 16e, 17e, 18e, transformées au fur et à mesure, qui étaient les propriétés des riches commerçants qui s'appellent des Lawataya. C'est très riches commerçants omaniens, mais qui faisaient du commerce avec l'Inde et donc qui ont fait la richesse de ce pays. Donc voilà, on voit très bien sur cette carte, ce que vous savez tous évidemment, c'est que ça a été une route du commerce, tant que Suez n'a pas été ouverte évidemment, ça a été une route absolument stratégique. Zanzibar d'ailleurs a été une propriété de Oman. Oman, les sultans d'Oman à un moment donné ont occupé Zanzibar et ont développé Zanzibar, où je ne suis malheureusement pas encore allé, mais qui est voilà. Donc on est bien sur ce système de commerce côtier, enfin qui avait besoin de ces établissements protégés sur la côte pour avancer. Donc on avance un peu dans ce voilà. Moi j'ai passé un plaisir, j'ai eu un très grand plaisir à passer du temps tranquillement. C'était les vacances, donc moi, je m'installe, je me pose. L'éternelle qualité aussi de se poser pour dessiner, c'est que là, en une journée, il y a peut-être 5, 6 personnes qui sont venues discuter avec moi. Un ouvrier pakistanais qui était là et qui m'a donné son adresse à Islamabad en me disant il faut venir, etc. Enfin bon, évidemment, le dessin, c'est aussi cette capacité d'échange qu'on a peut-être moins avec la photographie. Quand je prends aussi des photos, évidemment, c'est pas du tout pareil. Il y a le côté instantané. Donc, c'était très, très, très belle maison de la Corniche. Alors, c'est ce qui est écrit en haut, si on arrive à lire au musée. Je suis allé à un petit musée de l'histoire de la ville et j'ai compris, vous allez voir sur la photo d'après, ou une ou deux photos un peu plus loin, j'ai compris que pendant longtemps, la corniche, la mer, c'était les façades. Ça veut dire que la mer venait cogner contre euh, contre les façades, ou pied des façades, et qu'il n'y avait pas d'autre passage qu'un quai très très étroit. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand boulevard de représentation, un peu à la canoise, à la canaise, je sais plus, voilà. C'est un peu la promenade
la promenade des Anglais de Nice, revue et corrigée façon Moutra, où on vient se montrer. C'était pas du tout le cas. Ce qui se montrait, c'était la richesse des commerçants. Voilà. Et donc, il y a des photos anciennes au musée pas loin, et j'ai compris ça en allant voir le musée et en regardant les photos anciennes. Et donc, on a, voilà, c'est la Wataya, donc ces maisons de marchands avec, on peut rêver, hein, les balcons tournés vers l'Inde, puisqu'ils sont orientés plein Est et que quelque part, ils regardent à quelques milliers de kilomètres de là sur les côtes de Cochin, Goa, Bombay, etc. Donc c'est une architecture de très très belle qualité dont on voit qu'elle est encore aujourd'hui évidemment occupée par des riches omanais. C'est pas du tout des musées, c'est voilà, c'est vraiment des gens et des familles qui restent là. Et puis quand on évidemment, on peut s'infiltrer par des systèmes de ruelles à l'intérieur de la ville active, alors, je ne sais pas si on appelle ça une médina ici, mais en fait c'est un petit peu ça. Donc là où on a les maisons des gens qui travaillent. Et donc on va retrouver le souk un petit peu plus loin dans ces paysages-là. Et c'est honnêtement là aussi d'une très 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 belle qualité voilà. Et donc voilà, ce grand boulevard, donc qui s'est installé là, avec du coup aussi une promenade agréable, hein, faut quand même dire ce qui est, mais avec évidemment un aménagement extrêmement convenu, un peu nouveau riche, faut quand même dire ce qui est. Mais je ne sais pas s'il faut critiquer, parce qu'est-ce que nous on est mieux, est-ce qu'on est meilleur à Cannes, à Nice et ailleurs? Je ne suis pas du tout persuadé qu'on sache faire ça dans des bonnes conditions. Là, il y a un travail à faire évidemment d'architecte et de paysagiste pour peut-être être un peu plus malin sur ce genre de choses. Voilà, je pris ça aussi parce qu'évidemment, ça va être en permanence et c'est en permanence dans ces pays-là et dans mes voyages, c'est un petit peu ça que je regarde aussi. C'est la façon dont les civilisations se cognent, quoi. C'est-à-dire la civilisation ancienne avec ses valeurs particulières et son architecture qui parle d'un certain nombre de ces valeurs et quelque part qui emmène aussi dans l'histoire. Et puis, voilà, les fast-foods, la modernité banalisante, la mondialisation à l'œuvre, dont on voit bien aujourd'hui la fragilité par rapport à la résistance de ce que le patrimoine nous livre. Et puis évidemment, cette fragilité, elle explose à la figure sur la réalité de ce lieu de représentation où on vient faire les malins parce que quelque part, évidemment, il y a de l'argent. Les Omaniens, alors encore une fois, je l'ai dit, hein, sont pas les Émirats, mais la manne pétrolière, le miracle pétrolier, gazier essentiellement, hein, je l'ai dit, c'est 80% de gaz plutôt à Oman, eh bien, amène évidemment une façon un peu ostentatoire de montrer qu'on a de l'argent, et puis une façon d'aménager, vous allez le voir, et de construire et de développer le pays qui est là aussi d'une fragilité redoutable. On va le voir aussi, y compris sur des ressources de base, l'eau par exemple, puisqu'on est dans des modes de développement qui demandent évidemment une ressource en eau que le pays n'est pas capable de produire. Et donc la manne pétrolière, c'est facile. On a des usines de dessalement de l'eau qui aujourd'hui, puisque les nappes sont quasiment épuisées, ça aussi, on a un peu comme Israël, hein, c'est-à-dire qu'on aura bientôt fini d'utiliser l'eau réelle possible, et donc on est obligé de dessaler la mer avec les coûts environnementaux et énergétiques que l'on connaît, qui vont poser des problèmes énormes quand la manne pétrolière ne sera plus ce qu'elle est. Donc en se baladant, et j'aime bien faire des petits croquis en quelques minutes comme ça aussi, qui sont pas d'une très grande qualité, mais quelque part qui posent les choses, qui me permettent de regarder. On se balade et on arrive dans le souk. Alors je cherchais, j'ai pas pris de photos. Et c'est dommage, je cherchais, parce que vous voyez les vêtements, les vêtements pour les hommes qui sont en blanc, les femmes sont en noir. Et j'ai vu plusieurs magasins et je regrette, finalement, j'ai pas pris de photos, des magasins de tissus exclusivement blancs, mais avec peut-être des centaines de blancs différents. Et j'ai trouvé ça fascinant de regarder pendant 10 minutes une vitrine où en fait on a une collection de blancs. Voilà, le blanc, c'est pas du blanc. C'est un peu comme les Esquimaux quand ils parlent de la neige, ils ont 50 mots. Eh ben, les, les habitants de ces régions-là qui s'habillent en blanc, ils ont 50 blancs différents et peut-être qu'il y a des nuances aussi d'usage, je ne saurais pas dire, ou de statut social suivant le blanc qu'on utilise. J'ai pas pris les photos et je trouve ça très dommage.
l'on est en hiver, hein, donc ça veut dire qu'il fait le soir une température, une grande douceur, il fait 20, 25, 27 degrés, et donc c'est évidemment très très agréable le soir, à la tombée du soir ici, d'autant plus que c'est le vendredi soir, c'est comme si c'était un dimanche soir chez nous, on est dans des situations de… Voilà. Donc le souk qui n'a pas la qualité des souks anciens de Fès, Meknès ou Marrakech, etc. C'est des souks à l'architecture finalement assez récente, mais par contre l'ambiance est magique. Ce que vous ne pouvez évidemment pas voir sur la photo, mais vous voyez bien. Alors intéressant à gauche quand même, on a ces bédouins qui sont peu présents à Muscat, mais qu'on va retrouver dans le désert et à l'intérieur des terres, puisqu'on a vraiment une opposition entre les villes de la côte et puis l'intérieur et les djebels, les montagnes. On a vraiment une opposition forte de population et de culture. Par contre, ce qui évidemment est assez extraordinaire, alors c'est ce côté oriental hein, de ces bibelots, ces lampes, ces tissus, mais surtout, et ce que vous évidemment vous ne pouvez pas sentir, c'est des odeurs absolument incroyables. On est envahi par ça, puisque l'encens est omniprésent. Je vous l'ai dit, hein, donc cette résine aromatique magique et biblique quelque part, considérée comme intéressant parce que considérée comme sacrée aussi bien dans la Bible que dans le Coran, ce qui a évidemment fait la richesse de l'Orient, puisque ils en avaient quasiment l'exclusivité au travers de cet arbre, le Boswellia sacra, qui poussait à très peu d'endroits, y compris en Orient, Yémen, Oman, un tout petit peu l'Arabie Saoudite, mais finalement assez peu. Et donc, en fait, on est vraiment dans une richesse incroyable qui était liée au fait que c'était un produit sacré dans les deux religions dominantes, européennes, enfin occidentales et puis orientales. Et donc, on a cette odeur omniprésente voilà, qui fait que ce lieu n'est pas un lieu anodin, que ni les photos ni les dessins on ne peut pas en rendre compte. C'était la richesse hein, de Oman avec les perles. Alors, c'est pas ce qu'on voit à gauche, hein, mais l'industrie perlière. Et tout ça, évidemment, existe encore, mais de façon beaucoup plus marginale par rapport à la facilité de l'énergie fossile. Alors, c'est étonnant, les générations. Voilà, c'est-à-dire que dans la rue, il y a une diversité absolument incroyable. On a des femmes plutôt âgées ou en tout cas traditionnalistes comme celle-là, mais par contre, on a des jeunes couples ou des gens voilà, où on voit bien qu'il y a une plus grande liberté et que par-dessus le noir vient s'ajouter des touches de modernité et de mode. Et puis, on a aussi une vraie diversité, alors qui est liée aussi au fait que c'est un pays dans lequel on a une population immigrée indienne, pakistanaise, Bangladesh, Népal, etc., extrêmement importante. Avec cela dit, une très grande, un respect réel de ces populations-là qui sont intégrées. Moi, j'ai vu, alors c'est pareil, je ne l'ai pas photographié, mais j'ai vu plusieurs fois à Muscat des panneaux, des publicités du gouvernement disant si vous voyez des comportements déplacés vis-à-vis de populations immigrées, etc., prévenez, etc. C'est-à-dire que, alors ça veut dire que ça existe, mais ça veut dire aussi qu'il y a une vraie attention par rapport à ça. Et donc, on a évidemment, du coup, une certaine liberté dans la rue. Voilà. Et puis, je suis en vacances, hein, donc c'est des moments un peu sympas, et je pense que ça fait partie de cette, pour moi, hein, du voyage, c'est les pauses à un moment donné dans un petit coin de la rue, voilà, une petite assiette de houmous avec des petites galettes, et puis le carnet à remplir en regardant la ville s'agiter autour de moi, et ça fait vraiment partie de ce plaisir des voyages. Alors, le guide de Lonely Planet me disait qu'il fallait aller voir au-delà de la partie Moutra, la partie ancienne, il fallait aller voir, mais à 3-4 km, donc en y allant à pied, aller voir la partie d'une autre petite baie dans laquelle le sultan a construit son palais, alors un palais moderne, le sultan qui s'appelle Cabus. Alors, juste un mot, alors évidemment, quand on va par là-bas, on voit bien qu'on est, on est dans une situation
d'opulence. Et l'opulence, elle vient du paysage et de la verdure et de la capacité à planter, qui est évidemment un signe de puissance et de richesse incroyable dans ce pays très, très, très dur. Vous le verrez dans les parties plus historiques, plus patrimoniales. C'est vert quand on a besoin que ça soit vert pour produire, c'est pas vert pour faire beau, quoi. Donc là, on va vers le palais du sultan. Alors, on arrive dans cette partie, la porte qui ouvre, non pas dans le palais, mais qui ouvre vers le quartier, qui est un quartier plutôt administratif, ministère et palais du sultan. Et on voit bien qu'on est là aussi dans la richesse un peu clinquante. Les Émirats, et ça vous choquera pas, ça vous étonnera pas. Je pense que la richesse est clinquante dans ces pays-là. Voilà. Et donc le sultan Qaboos, qui est décédé l'an dernier, c'est un personnage assez étonnant parce qu'il a pris la place de son père, qui était un sultan Saïd, qui lui était un conservateur et qui a maintenu son pays jusque dans les années 60-70 d'une main de fer, refusant tout le développement, y compris d'ailleurs l'exploitation du gaz, etc. C'est-à-dire qu'il maintenait son pays dans une forme assez moyenâgeuse d'organisation. Et c'est son fils Qaboos qui, à 22 ans, a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir à son père sous forme d'un coup d'État. Et ça a été quelqu'un d'absolument éclairé, puisqu'il est resté plus de 50 ans au pouvoir, des années 70 je dis, il est décédé l'an dernier. Et il a porté une modernité, alors autocrate certes, mais éclairée au sultanat. Et du coup, le sultanat, il y a un développement touristique important parce que, y compris les Occidentaux, on va plutôt là-bas parce que c'est quand même plus facile que d'aller en Arabie Saoudite. C'est plus riche que d'aller dans les Émirats, enfin plus riche au niveau patrimonial et paysager. Et puis c'est calme. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a un tourisme interne Moyen-Orient sur Oman. Et c'est lié évidemment au mode de développement qui est fait. Donc voilà le palais. Je vous laisse donner un avis sur l'expression architecturale, mais je pense qu'on est un peu enfin pour ma part, on est un peu dans ce côté clinquant, mais qui plaît beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens que moi j'ai vu passer, venir se prendre en photo devant le palais du sultan. Et donc effectivement, c'est un héros, quelqu'un d'extrêmement apprécié. Et je pense que c'est encore une fois c'est pas une espèce d'obligation dans un pays qui serait un peu dictatorial. C'est vraiment quelqu'un qui est fortement apprécié pour sa façon d'envisager le développement dans son pays. Par exemple, les universités, il y a autant d'hommes que de femmes à l'université. Les universités sont très équilibrées, très ouvertes, et c'est une éducation de très haut niveau qui est proposée. Alors ce côté évidemment quand même riche se retrouve dès qu'on sort de la ville, de ce tout petit morceau de la ville ancienne, donc avec comme ici une énorme mosquée que le sultan a offert à son pays pour ses 30 ans de pouvoir, ou ses 40 ans de pouvoir, je ne sais plus, 30 ans de pouvoir, je crois. Donc, qui est absolument énorme, avec un tapis de prière qui est le plus grand du monde, avec un lustre, là aussi, qui est un lustre en cristal absolument étonnant, etc. Alors là, vous pouvez faire le Où est Charlie, parce qu'il y a en train de dessiner sur cette image-là. Après, il y aura des Où est Charlie, mais vachement plus faciles. Je me suis mis parfois en scène, voilà. Je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas faire le malin. Mais voilà, là, je suis dans un petit coin. Et donc voilà, voilà, construit il y a 18 ans, moi j'y étais il y a 2 ans, donc vous voyez, c'était en 2000. Donc c'était effectivement pour ses 30 ans de pouvoir. Voilà. Donc 20 000 personnes dans la salle de prière, vous imaginez ce que ça représente. C'est un gigantisme qui évidemment n'est pas là par hasard et démontre la puissance du pays et donc la bonne gestion du pays. Démontrer la puissance du pays, c'est montrer la bonne gestion du sultan derrière ça. Et puis ce côté développement, évidemment, va se faire comme partout, au travers de cette vision. Donc à droite, c'est un opéra, alors, qui pour une fois n'est pas construit par un Jean Nouvel comme à Abu Dhabi qui construit son musée, ou par tous ces grands prix d'architecture mondiaux plutôt européens qui vont faire les malins et construire des bâtiments à 600, 700, 800 millions d'euros. Enfin, à Abu Dhabi, en l'occurrence, le prix est secret. Mais c'est là un architecte dont j'ai absolument pas retenu le nom, qui est un architecte local, entre guillemets. Ce que vous voyez à droite, c'est les modes de développement, mais encore une fois, ne critiquons peut-être pas de façon trop caricaturale, parce que c'est à peu de choses près ce qu'on a chez nous.
des immenses ronds-points, un système complètement, une modernité à la Dubaï, mais peut-être une modernité la sprawl town des Américains et à notre périurbain à nous sous une certaine forme. Et donc voilà aujourd'hui ce que Muscat est. Et vous voyez bien la fragilité absolue de ce genre de ville par rapport à la résilience de celle qu'on a vue tout à l'heure. Et ça va être en permanence, vous verrez à la fin. Évidemment, j'ai pris un plaisir inouï de passer 4-5 jours dans une maison d'hôte, dans une palmeraie, et à décortiquer le fonctionnement de cette palmeraie. Et c'est vraiment l'antithèse absolue de cette ville qui est d'une fragilité incroyable. C'est-à-dire que dès que la mécanique environnementale va nous imposer d'avoir un recours différent à l'énergie, tout ça s'écroule de façon catastrophique pour les populations, évidemment. Et là, en l'occurrence, pour les ressources, vous imaginez la question des sols, la question de la distribution de l'eau, des eaux usées, etc., dans des systèmes comme ça. Donc, après, je suis allé dans la montagne, hein, je vous l'ai dit, ces fameux Djebel Shems, qui est donc cette grande chaîne de montagnes qui vient jusque aux Émirats et puis qui va aller après jusqu'à Soul en longeant la côte depuis le détroit d'Ormuz jusqu'à l'extrémité de Oman vers l'océan Indien. Donc une montagne là aussi extrêmement aride, mais avec au fond des canyons des systèmes de palmeraies, des systèmes de gestion de l'eau qu'on déclinera, que je préciserai un petit peu plus loin, mais qui est très très belle. Donc on a une végétation extrêmement rare et évidemment le moindre arbre qui a réussi à pousser ici, qui évidemment pousse à une lenteur absolument incroyable, devient une sculpture et un objet absolument étonnant et prend une valeur qui fait qu'on regarde cette force de la nature d'une façon évidemment très attentive par rapport à des choses. Vous l'avez vu tout à l'heure, le paysage de ces parcs ou de ces jardins qui vont vers la résidence du sultan, évidemment, sont d'une banalité affligeante quand on regarde la qualité d'un arbre comme celui-là et sa force dans ce paysage. Donc effectivement, on a ça c'était les vues, on a dormi dans un système de gîte qui était sur un plateau à la limite d'un canyon avec ce paysage magnifique depuis nos fenêtres et c'était un endroit assez extraordinaire de sérénité et de beauté. Et on voit bien et on comprend bien que les gens des montagnes ne peuvent pas être les mêmes que les gens de la côte et du commerce. Et donc, on est dans deux mondes différents où il y a eu des conflits énormes. Vous verrez tout à l'heure des fortifications qui datent du 16e, 17e à Nisois ou dans des villages. Et il y a eu en fait des conflits extrêmement importants de pouvoir. Qui prend le pouvoir entre les clans ou les populations bédouines ou des montagnes, et puis les populations des commerçants, qui sont deux mondes qui se côtoient et qui sont extrêmement différents. Donc on arrive à Nisois. Donc Nisois, c'est 3 heures de route, d'autoroute, hein, ils ont des autoroutes, 3 heures d'autoroute de la capitale, de Muscat, en allant vers l'intérieur de ces montagnes. Là, on est sur le lit d'un oued, enfin d'un wadi. On voit derrière d'ailleurs la rivière qui apparaît. Donc tout ça, c'était des secteurs qui potentiellement en période rare mais extrêmement violente de pluie étaient le lieu d'épandage du wadi, le lit majeur. Et évidemment, tout ça a été aménagé comme partout, comme chez nous, en parking. Alors de temps en temps, je pense qu'il y a une catastrophe. Et donc, ça montre aussi le basculement de la ville dans la modernité, mais encore une fois, une modernité absolument pas maîtrisée. Vous avez ce centre commercial, qui n'est pas un vrai centre commercial d'ailleurs, c'est plutôt des restaurants, des commerces, des choses comme ça, qui s'installent entre le wadi et puis la route et le parking. Cela dit, on rentre dans un souk, alors un souk moderne. Et là, alors peut-être pour expliquer mon voyage, j'ai passé 2-3 jours tout seul à Muscat au départ, et puis après j'étais pendant 8 jours avec un groupe. J'ai fait un peu basique, hein, je me suis occupé de ça très tard avec Terre d'Aventure, ce qui m'a quand même permis d'être dans un petit groupe assez sympathique, hein, d'une dizaine de personnes. Vous verrez tout à l'heure avec 3 ou 4 4x4, et donc d'aller assez facilement passer dans le désert, dormir dans le désert, voir 2-3 spots touristiques. Et puis à la fin, je suis de nouveau resté 4-5 jours tout seul pour retourner dans
cette palmeraie, dans ce petit village qui est à quelques kilomètres de là. Donc là, je suis avec un groupe et donc on est finalement un peu conduit par l'organisation et donc on nous emmène au souk. Globalement, niçois, ce qui va nous intéresser, c'est le souk. Et moi, vous allez très vite comprendre que ce souk, je pète un câble. En l'espace de 2 minutes, je me dis, c'est pas possible quoi, de passer 2 heures là-dedans. Et donc, je traverse cette cour des miracles qui vend évidemment des objets manufacturés peut-être en Chine ou je ne sais où, enfin en tout cas qui ne m'intéressent pas trop. Et on le voit sur la photo aérienne, alors c'est une captation Google Maps, donc c'est assez mauvais, mais vous voyez sur la partie droite le parking, vous voyez ici le souk moderne, et puis vous voyez ce que je soupçonnais en fait, mais sans l'avoir vu, mais j'étais quasiment sûr qu'il y avait ça. Donc pendant qu'une partie des gens, et d'ailleurs quasiment tout le monde est resté dans ce souk ou à proximité, puis d'aller boire un coup pas loin, moi évidemment ce qui m'a intéressé, c'est d'aller voir la fortification et d'aller me perdre dans cette ville ancienne qui était là. Et quand je vais la voir, évidemment, j'ai assez vite compris pourquoi ça n'était pas pour l'instant un objet touristique. Donc la fortification, je vous l'ai dit, fortification plutôt 16e, 17e, qui était lié à ces conflits permanents entre Oman de la montagne et de l'intérieur et puis Oman des commerçants, et donc la nécessité de défendre les lieux de commerce aussi, hein, mais un peu différents, et de pouvoir de l'intérieur de la montagne. Et donc on comprend bien quand on monte sur la fortification le fonctionnement de ces villes qui sont vous le voyez au premier plan, des villes évidemment issues de la capacité de construire avec le matériau qui est là, c'est-à-dire la terre, non seulement parce que le matériau est là, mais parce qu'il a une qualité exceptionnelle au niveau gestion de la chaleur. Donc c'est un matériau qui revient en force hein, aujourd'hui dans nos pays occidentaux et y compris chez nous ici. L'école d'architecture de Grenoble a un très très bon laboratoire de recherche sur l'architecture de terre, qui s'appelle Cratère, Centre de recherche en architecture terre. Et c'est pas simplement pour aller travailler en Afrique du Nord, c'est aussi par rapport à la qualité du matériau chez nous. Donc évidemment, si on construit dans des logiques imbriquées et dans ce matériau qui est à la fois incroyablement rustique et en même temps fragile, qui demande une restauration permanente et un retour permanent d'entretien. Mais évidemment, on a cette organisation à la fois, donc ce matériau et en même temps cette organisation compacte qui permet de préserver, de construire à l'écart de la palmeraie et de l'endroit qui produit, qui est l'élément qui permet de vivre. Voilà. Donc on est entre l'endroit où on habite et l'endroit où on produit. C'est absolument classique, mais évidemment c'est d'une évidence quand on regarde ce paysage de façon étonnante. Donc moi je vais me balader, j'ai le temps de faire quand même 2-3 croquis vite fait sur l'intérieur de cette ville ancienne qui est d'une beauté incroyable. Alors peut-être qu'en plus il y a le côté un peu abandonné qui lui donne une poésie assez étonnante. J'avoue que j'ai croisé pas mal de gens qui vivaient là et qui visiblement n'étaient pas les plus riches de Niçois, mais qui à chaque fois étaient d'une grande curiosité peut-être et puis gentillesse par rapport au fait que je m'asseyais dans un coin, que je dessinais, etc. Et donc on a ce potentiel voilà, d'architecture, de paysage, avec des jardins qui sont à proximité immédiate de ces habitations qui sont vraiment très beaux. Alors, je rappelais la dernière fois, je rappelais que j'avais un souvenir, je ne sais pas si c'est le cas ici à Oman, mais c'était le cas au Yémen. J'y étais donc il y a une vingtaine d'années et j'avais fait pareil les mêmes observations de la ville de Sanaa qui est intégralement protégée au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc il y a des très très beaux jardins à proximité des mosquées dans les quartiers. Et en fait, on m'avait expliqué que les jardins étaient des jardins collectifs et que ces jardins collectifs étaient entretenus par les habitants du quartier et que les revenus de ces jardins servaient à entretenir la mosquée. Et donc, c'est évidemment une très très belle expression du bien commun, de la valeur de bien commun qu'on a un petit peu perdu dans notre société qui met le jeu avant le nous.
et on peut effectivement se dire que ce retour vers la capacité des habitants à entretenir ensemble un jardin pour entretenir le bien commun, en l'occurrence c'était la mosquée, ça pourrait être autre chose, c'est évidemment des belles histoires. Donc évidemment des paysages absolument somptueux, enfin d'une beauté incroyable, mais dont on voit bien en même temps la fragilité. Évidemment qu'elle est liée, vous le devinez dans une photo comme celle-là. Vous voyez par exemple ici la question des évacuations d'eau, c'est-à-dire qu'évidemment on était, alors évidemment il y avait relativement peu, il n'y avait pas d'eau courante et donc on amenait l'eau dans des bassines ou dans des récipients, dans des jarres en terre, et donc il y avait très peu d'eau, et donc la façade n'était pas abîmée. À partir du moment où on a été capable de moderniser et on a amené l'eau courante avec des canalisations, on n'a très souvent pas mis en place en même temps, parce qu'on faisait ça à l'économie et en bricolant, on n'a pas mis en place les évacuations, et donc on balançait l'eau directement depuis l'extérieur, et vous imaginez bien que les murs de terre souffraient de façon catastrophique. Donc finalement, une modernité mal maîtrisée a accéléré la ruine, et donc aujourd'hui, Nisois, c'est ça. La grande partie, bon évidemment, j'ai fait quelques croquis dans des ruelles où je me suis infiltré, où il restait encore des choses assez magnifiques, et encore le dessin permet parfois d'effacer une partie de l'aspect de ruine, mais évidemment c'est ça, et la réalité c'est cette confrontation entre la modernité, le besoin de modernité, et qu'on comprend très très bien, et puis l'adaptation du bâti ancien. Donc comment s'adapter? Et je pense que c'est évidemment une question absolument contemporaine. Comment s'adapter, comment transformer en admettant ce qui a été fait précédemment. Voilà. Et donc à proximité de Nisois, dans la Grande Palmeraie, on a à la fois la ville principale de Nisois, et puis on a ces villages qui, évidemment, comme chez nous, hein, font fonctionner une partie de la Palmeraie. Et ces villages sont à peu près dans les mêmes états et les mêmes questions, avec quand même des patrimoines exceptionnels, très, 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 très beaux, de savoir-faire, de construction et de richesse, évidemment, d'artisans, d'artisanat. D'ailleurs, le bois, alors là aussi, je parlais de la terre, mais la ressource, le bois, c'est évidemment du bois de palmier, c'est-à-dire que le palmier, c'est l'arbre magique. Il fabrique des dattes avec évidemment un apport calorique absolument énorme. Il fabrique du bois, il crée de l'ombre pour les fruitiers et les potagers qu'il y a dessous, donc le palmier, et il crée les palmes qui servent aussi souvent dans la construction, dans un certain nombre d'éléments. Alors, on reviendra dessus, évidemment, plutôt dans la Palmeraie à la fin du voyage. Mais évidemment, ce qui est très, très, très beau et incroyablement riche dans cette affaire-là, c'est la question de la gestion de l'eau, qui est une matière rare, et ce qui est rare est cher, et donc évidemment on la gère d'une façon, voilà, il y a une intelligence de gestion de l'eau qui vient de très loin. Là on dit plus de 2000 ans chez les Omanais, mais on sait que les Perses, ça fait plus de 3000 ans que les Perses ont inventé les systèmes de terrasses et de gestion de l'eau au travers en Iran on va trouver des choses qui ne s'appellent pas des phalages, qui s'appellent des kanates, mais qui sont un peu dans le même esprit. Et évidemment, toute une mécanique qui est en fait l'élément essentiel, mais je le dirais tout à l'heure, d'organisation de la société, puisque le droit d'eau est aussi un élément qui organise le système familial et le système de production. Voilà. Donc l'eau est finalement à l'origine de la gestion de l'ensemble de la, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ce qui est rare et ce qui devient fondateur d'un système de société. Et donc l'abondance, évidemment, que l'on connaît actuellement, et on peut peut-être l'interroger sur sa capacité à détruire ce qui fonde une société. Je suis assez convaincu de ça. Donc après Nisois, on reviendra en fin de voyage tout à l'heure. Après Nisois, on est parti dans le désert. Alors j'ai mis cette photo parce que on voit qu'on est chez les Bédouins, ça y est. Et puis surtout, moi je ne savais pas parce que je ne suis pas un grand amateur de 4x4 ni de désert, je ne connais pas spécialement. Et en fait, quand on part en 4x4 dans le désert, il faut dégonfler les pneus, mais quasiment de moitié. Il faut avoir des pressions très très faibles dans les pneus pour que le 4x4 adhère dans le sable. Donc j'ai appris ça en allant là-bas. Et donc nous sommes partis dans la partie du désert qui est pas très loin finalement de Mascate, qui est à 5-6 heures de route. Et donc on voit bien évidemment qu'on n'en est plus
aux dromadaires. Et donc, on voit bien le plaisir de nos chauffeurs et globalement des Omanais qui ont quasiment tous des 4x4, des gros 4x4 comme ça, le plaisir d'aller faire les malins dans ces déserts. Et plus ils trouvaient des endroits un peu pentus où on n'était pas sûr de passer, etc., et plus ça les amusait. Bon, nous, on était plutôt passagers et tout, mais j'avoue que c'était assez drôle, avec évidemment cette émotion qui vient de l'échelle du paysage, qui est complètement époustouflante. Voilà. Et du coup, dans le désert, de façon complètement inattendue, j'avais pas pigé ça, mais j'aurais dû. Bah, c'est le lieu de la fête. On est quand même en pays musulman, donc ça veut dire que il y a quand même des règles sur l'alcool, sur la fête, etc. Et dans le désert, c'est un peu la liberté. Et donc, il y a des resorts qui peuvent être des lieux d'auberge comme ça, parfois très très chic, hein, ça peut aller très loin, avec des piscines, etc. Donc, nous, on a été hébergés dans un truc assez basique, mais plutôt sympathique d'ailleurs. Mais il y a évidemment ces lieux où on vient faire la fête les week-ends, les vendredis, les jeudis, vendredis, ça doit être, je pense, euh, et se lâcher et faire la musique, danser, boire, etc. Et donc le désert, c'est aussi beaucoup ça aujourd'hui. Donc il y a une autre forme de vie dans le désert que celle des bédouins, des caravanes de bédouins qui traversaient le désert. Voilà. Et puis moi, évidemment, je faisais le malin et j'avoue que c'était un grand plaisir que de se balader là-dedans et puis pieds nus, voilà, pendant quelques heures à se faire une balade. Alors, évidemment, il y a quand même quelques chameaux, je disais dromadaires, plutôt des chameaux, qu'on retrouve dans ces endroits-là. Il y a aussi des oryx, une forme d'espèce de variété de gazelle très, très spécifique à cette région d'Arabie, qui avait quasiment disparu et qui a été réimplantée. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans ces secteurs de désert, il y a quand même des logiques de parcs nationaux. Alors, c'est sans doute pas des parcs à l'européenne ou à l'américaine, mais il y a quand même une attention portée au milieu. Et donc, ces bêtes assez magnifiques voilà, on les retrouve. Alors, assez marrant parce on a traversé quand même pendant quelques heures ce désert pour aller vers la mer. Et quand on a quitté le resort où on a dormi, où on a passé une soirée, encore une fois, plutôt très sympathique. Et donc, c'était drôle parce qu'on est en plein milieu du désert, on est arrivé à une station-service. Et j'avoue que j'ai trouvé ça assez drôle, mais visiblement c'est quand même super, super utile, hein. Et donc nos amis nous ont fait le plein de nos 4x4 dans cette station-service posée en plein milieu du désert, mais avec aussi, comme dans toute station-service, on a l'endroit pour boire un café, manger quelques dattes, et puis éventuellement acheter une bricole, des tissus ou des bijoux qui seraient fabriqués par les bédouines et des familles qui vivent là, parce qu'il y a des familles qui vivent là. Alors nous, encore une fois, on y était en plein hiver, donc il faisait une trentaine de degrés. C'est quand même des endroits qui, en plein été, sont à plus de 45 degrés. Enfin, c'est des secteurs qui sont évidemment... et les familles bédouines habitent là. Et donc, on approche de la côte. Donc, on est entre la partie que j'ai évoquée tout à l'heure, là, autour de la montagne, vers Sour, tout à fait au nord, et puis la partie du Dhofar qui est complètement au sud. Donc, finalement, on a des sortes de villes fantômes qui sont installées au bord de l'eau, dans lequel, vous le verrez tout à l'heure, on a plutôt une pêche artisanale qui reste encore présente, et puis des sortes d'émergence d'urbain. On ne peut pas appeler ça un village, voilà, mais qui évidemment, là aussi, on voit bien, il y a pas une goutte d'eau autre que celle qui va permettre d'alimenter, de boire et puis d'avoir un peu de l'eau domestique, mais sinon, il y a rien. Et donc, c'est des secteurs qui sont quand même assez étonnants. Et donc, voilà les seuls endroits qu'on peut trouver pour dormir. Ça, c'est l'hôtel où on a dormi, qui est un lieu enfin, étonnant. Moi, j'avoue que j'ai adoré en fait, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une froideur absolue. Mais c'est incroyable. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est au bord de la route. Il y a ce sol de pavé. Il y a ces deux bâtiments et puis il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vide. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est après des kilomètres de désert d'un côté, des kilomètres de désert de l'autre côté. C'est assez étonnant. Et donc, on est allé visiter les déserts. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps.
parce que enfin moi je suis pas en plus un bon photographe par rapport à ça, mais c'est cette idée là aussi que j'ai découvert qui étaient des déserts très divers les uns des autres. Tout à l'heure, on a vu un sable extrêmement ocre, enfin rouge. Là, on est sur un sable blanc, mais qui pourrait même, voilà encore Charlie d'ailleurs, qui est là en train de dessiner. Mais voilà, on peut avoir au bord de la mer des sables. Alors, sur le dessin ici, c'est plutôt jaune, avec micro-végétation sur le bord. Mais voilà, c'est peut être des sables extrêmement blancs qui sont là sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage quasiment vide, hein, vous allez le voir. Et donc, là où j'ai été étonné, c'était cette diversité de sable. Je pense c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour la neige, je pense qu'il y a aussi des nuances qui nous échappent un peu. Alors, un peu comme tout à l'heure, sur les resorts d'intérieur de désert avec les Bédouins, moi je me suis rendu compte que évidemment, et c'est pas que des touristes étrangers, hein, c'était aussi beaucoup de familles omaniennes qui viennent camper, qui viennent s'installer une nuit, faire la fête sur la plage avec leur 4x4. Et puis c'est aussi une forme de loisir qui se développe ici. J'imagine qu'à Dubaï, dans les Émirats, etc., c'est un peu aussi une façon de s'extraire de la vie, de sa modernité et de passer ses loisirs. Je pense que ça fait partie de ça. Encore une fois, le patrimoine aujourd'hui n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tourisme intérieur de patrimoine. Le patrimoine n'a pas d'intérêt, vous l'avez vu à Nisois. Ces villes anciennes n'intéressent pas. Voilà. Et donc, évidemment, on s'est installé, on s'est même baigné. L'eau devait être à 24-25 degrés, ce n'était pas désagréable. Et puis, quand même, j'avoue que j'ai été, mais je le sais, on le sait tous, hein, le fameux sixième continent, ces montagnes de plastique, etc. Entre le savoir et puis se dire que là, on est à 300-400 kilomètres de la première ville un peu sérieuse, et puis voir ça en sachant que ça, si c'est là, c'est sur les 300 ou 400 kilomètres de plage, ça interroge. Et honnêtement, ça choque. C'est vraiment un truc qui m'a mais sidéré, vraiment sidéré. Je ne m'y attendais pas, même si on le lit, on le sait. Et vous le savez bien, c'est toujours différent de le savoir et puis de le voir. Donc là, c'est la photo qui est prise ici, c'est juste en étant un peu au-dessus de ça. C'est-à-dire que ça, c'est juste en dessous de ça. Hein, donc de loin, évidemment, on mesure pas. Et donc voilà, ces sables qui deviennent des sortes de falaises, d'une espèce de sable pétrifié, très très fragile, d'une fragilité incroyable. Ça doit se modifier en permanence. Mais je pense qu'il y a tout un système de voilà, toute une poésie d'ailleurs aussi de ce bord de mer sur lequel honnêtement je ne viendrai pas m'installer longtemps parce que ça me fatiguerait vite, mais c'est des lieux assez incroyables qu'il faut voir. Et puis voilà encore le Oui Charlie, mais ça vous le voyez facilement. En même temps, je suis le seul à bosser. Hein. Voilà. Ça veut dire quand même que cette idée du dessin ou du croquis, même si moi c'est un très grand plaisir de le faire, mais c'est aussi une forme d'obligation de voyage, encore une fois avec une plus-value absolument énorme. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux de ne pas enclencher la machine en début de voyage et de revenir avec un carnet de croquis extrêmement pauvre. Et je le regrette énormément quand je suis rentré, donc j'essaye de faire attention. Mais ça peut m'arriver de partir feignant et puis de le regretter beaucoup, beaucoup après. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, dans cette espèce de no man's land très peu habité, il y a quand même la pêche artisanale extrêmement importante et qui est une ressource, ou qui était une ressource, mais qui est encore une ressource alimentaire forte du pays. Et dans les traditions culinaires, évidemment, le poisson est très très présent. Donc, au travers de ces bateaux, on en reparlera tout à l'heure, qui sont des. Alors, il y a un nom omanais qui s'appelle le Dhow, D-H-O-W, mais en fait, qu'on appelle boutre. Vous avez sans doute entendu ce nom-là, le boutre, que l'on retrouve au Yémen, qu'on retrouve en Arabie, qu'on retrouve un petit peu partout. Et donc, on est dans la littérature, évidemment, arabe, etc. Le boutre est très présent. On en parlera tout à l'heure à Sour. Et puis, donc, c'est cette pêche assez miraculeuse, là. Alors, je ne saurais pas dire, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste, de savoir si c'est des petits requins ou des barracudas ou des je ne sais quoi, mais c'est assez extraordinaire. Et voilà ces villages. Alors, pareil, je pense qu'il ne faut pas appeler ça des villages, mais ce que j'ai compris quand je me suis baladé, c'est que c'était des populations extrêmement précaires
qui étaient là, beaucoup encore une fois, de Pakistanais, beaucoup de populations immigrées qui sont là et qui vivent évidemment pas dans les mêmes conditions que celles qui garent leur Hummer ou leur Ferrari sur l'axe principal de Moutra, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on est sur un autre monde, évidemment, de fonctionnement, avec quand même un lieu d'une beauté incroyable. Alors j'essaye d'être prudent parce que cette beauté vient aussi de ce côté très, très précaire et donc peut-être faut faire attention à ce que je raconte, mais on voit bien que réparer le moteur de ce véhicule, c'est évidemment pas le même enjeu que conduire le gros 4x4, même dans lesquels nous étions quand on se baladait là. Et donc on est en pleine explosion de ces inégalités, sans doute puissance 10 dans ces pays-là. Cela dit, avec des lieux d'une très très belle, voilà, parce que je pense que cette beauté vient sans doute aussi de la nécessité. Enfin, je trouve que pour moi, c'est peut-être beau aussi parce que c'est la pêche, parce que c'est vital. Et je pense que ce qui est vital est peut-être à regarder de façon un peu plus attentive. Charlie. Euh, et puis donc, on a repris la route pour partir sur Sour, pour remonter vers le nord et aller dans cette ville dont je n'imaginais pas également le paysage et la beauté. Et donc Sour, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une baie, vous le voyez en bas, c'est la vieille ville donc de Sour, qui est cette baie extrêmement protégée, et donc qui en faisait un lieu d'étape hein, sur la route des Indes, au même titre que à 300 ou 200 km de là, Muscat et Muttra le faisaient. Et donc ça reste évidemment dans la vieille ville un lieu assez beau, qui est plutôt habité. C'est-à-dire que cette partie ancienne, il reste encore des très belles propriétés de famille. En dehors du fait qu'il y a un peu de tourisme, mais pas d'hôtel. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas un lieu. Encore une fois, le patrimoine n'est pas valorisé au niveau touristique. Le tourisme n'est pas un sujet au niveau patrimonial. On vient faire les malins dans le désert, mais on ne s'intéresse pas au patrimoine. Les seuls éléments de patrimoine qui commencent à être valorisés, ce sont les fortifications qu'on a vues tout à l'heure, comme le fort de Nisois. C'est les seules choses sur lesquelles Oman commence à investir. Et donc, évidemment, la richesse aussi de Sour par rapport à Muttra, c'est que c'était un lieu de fabrication des bateaux, d'arsenal. Donc, c'était les bateaux de pêche et puis les bateaux de guerre qui étaient fabriqués dans cette ville et qui en a fait la richesse pendant plusieurs siècles. Et donc, encore aujourd'hui, donc avec là aussi différents types de bateaux. Et donc, vous voyez sur l'intérieur de la lagune, ici, on est à l'intérieur. Hein, c'est-à-dire que la mer est à droite, la vieille ville est à droite, il y a un pont. Et puis au-delà de ce pont, ce qu'on voit à gauche, c'est une sorte de lagune intérieure autour duquel s'est développée la ville moderne. Et puis on le voit ici, ce qu'on va aller voir, mais il y en avait évidemment beaucoup plus à l'origine. Ce sont les fabriques de bateaux. Donc ce chantier naval de Boutre, je vous l'ai dit, pendant longtemps, ça a été un chantier naval qui fonctionnait autour du bateau de pêche ou du bateau de guerre, qui aujourd'hui, d'abord, est un, le matériau, le bois, vient soit du bois de flottage de la mer qu'on récupère, c'est assez étonnant, mais c'est quelque chose de très présent, soit du bois qui est importé d'Inde. Et puis avec ça, on fabrique ces bateaux avec évidemment un savoir-faire incroyable d'ouvriers. Vous voyez encore d'ailleurs des ouvriers pakistanais, hein, c'est pas les Oman, ils ne sont pas dans ces métiers-là, ces métiers d'artisanat, etc. Et ces bateaux aujourd'hui sont essentiellement destinés au tourisme des Émirats. Donc une grande partie des bateaux ne partent plus sur la pêche comme ici, mais ce sont des bateaux qui aujourd'hui sont extrêmement prisés de Dubaï, d'Abu Dhabi, du Qatar, etc., pour promener les riches touristes, mais pas que d'ailleurs. Enfin, voilà, les gens qui ont de l'argent investissent là-dedans. Et puis en remontant de Sour vers
Moutra, donc vers la fin de ce voyage en petit groupe, on s'est arrêté dans un wadi qui fait partie de ces 3-4 wadis un peu majeurs qui descendent du Djebel Shems et qui se jettent dans la mer. Et celui-là est assez réputé, assez connu. On y accède d'abord par une petite barque en bas, et puis on va remonter le wadi à pied, une randonnée qui va durer 1 heure ou 2. Et ce qui est extraordinaire, mais j'ai évidemment pas de photos parce que j'ai été dans l'eau. La fin, ah oui, j'ai quand même mis ça. Oui, parce que quand même, de temps en temps, le tourisme, c'est ça, quoi. Et ça me désespère de façon, voilà, je trouve ça terrible, terrible de voyager sous cette forme-là. C'est un truc qui me. Alors, évidemment, moi, je suis un peu 19e avec mon petit carnet de croquis, mais entre les deux, je pense qu'il peut y avoir une palette assez élargie. Mais la modernité de ce type de voyage, je la trouve absolument affligeante. Voilà, j'ai d'ailleurs vu une expo à Arles. Je suis un fan des rencontres photographiques de Arles. Et il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une expo d'un photographe qui avait fait une série de photos en très très grand format euh, qui était exposée dans des entrepôts de la SNCF à Arles. Et ces photos étaient les photos des plus beaux sites, des plus grands sites du monde. Mais ce qu'on voyait, c'était ça, c'est-à-dire les gens en train de prendre en photo les sites et en train de se prendre en photo devant les sites. Et les 3 premières photos, on trouve ça drôle, et la 20e, on est extrêmement mal à l'aise. Voilà. Et ça me met mal à l'aise. J'ai quand même fait la photo parce que. Voilà. Donc on remonte, donc je le disais, de Wadi, avec évidemment ce contraste saisissant et d'une beauté époustouflante entre la qualité des vers et de l'eau et de la vie du fond, et puis l'aridité des pentes et du djebel et de la montagne. Et donc à la fin, on termine à la nage et on peut passer dans des. Alors, on peut avoir de l'eau jusqu'aux genoux, et puis il y a des endroits où on nage vraiment, et puis tout à fait au fond, on arrive dans des bassins où on fait un peu d'escalade, et c'est un endroit absolument magique, enfin vraiment d'une beauté incroyable, ce Wadi Shab. Et j'avoue que ça a été pour moi un très grand plaisir, et d'un seul coup, là aussi, on reprend la valeur des choses, quoi. On comprend la valeur des choses. Voilà. Donc un lieu voilà, les contrastes entre ces verts et ces ocres et cette montagne et cette aridité, évidemment incroyablement belle, avec aujourd'hui une partie des phalages, des systèmes qui sont évidemment captés pour alimenter ce que vous imaginez bien, comme c'est un lieu touristique. En bas, on va le voir tout à l'heure, il y a des restos, il y a voilà, toute une mécanique touristique qui s'est mise en place et qui a besoin d'eau. Et donc, les 3/4 des terrasses ici sont quand même abandonnées. Finalement, l'économie, elle est plus du tout fondée sur l'agriculture, mais elle est plutôt fondée sur le tourisme. Et donc, voilà, on va retrouver ce système d'eau et cette richesse incroyable, finalement très facile à dessiner parce que c'est tellement caricatural, c'est pas le mot, mais c'est tellement organisé, structuré, et voilà que ça en devient extrêmement facile à dessiner. Et puis en bas, évidemment, de Wadi, quand on sort, on a évidemment l'autoroute côtière qui remonte jusqu'à Muscat, et puis on a ces restos voilà, qui ne sont pas désagréables, hein, mais évidemment assez banal. Voilà, et donc on est revenu à, à Moutra, à Mascate, dans la capitale. Et donc, j'ai quitté le petit groupe avec lequel j'étais. Et honnêtement, j'ai passé une semaine absolument super. Il y avait en particulier un couple belge avec leurs gamins, là, qui étaient des gens très drôles. Et j'aime bien les Belges. Donc, j'ai passé des très bons moments avec eux dans le 4x4. Là. Et puis, par contre, après, je suis reparti vers Nisois. Alors là, du coup, j'avais dit au guide qui nous accompagnait local, qui était un mec vachement bien, il m'avait dit Marc, il n'y a pas de problème, tu me dis, je te réserve un 4x4, il t'emmène là-bas, etc. Je dis non, moi je vais prendre des bus, etc. Et le gars ne comprenait pas, il me dit non, mais les bus, tu peux prends pas des bus, c'est pas possible. Et en fait, les bus, c'est que les immigrés, enfin un Omanien ou un touriste, il se balade en 4x4 qui loue. Voilà.
ou un pick-up ou je sais pas quoi, mais il prend pas les bus. Et donc effectivement, je me suis retrouvé à prendre le bus à 6 heures du matin. J'ai dormi dans le Sun City Hotel, qui est un hôtel là aussi de ces populations un peu marginales quand même dans le développement et la richesse de ce pays. Et puis j'ai pris ce bus donc qui m'a emmené. Alors c'est rien du tout, hein, vous voyez, entre Rouy, là, le départ de Muscat à 7 heures du matin, et puis Nisois à 9 heures. Il y a 2 heures de route, c'est que dalle, quoi. Et voilà, et c'était très sympa. Et moi, il était hors de question, évidemment, de louer un 4x4. Et puis en arrivant à Nisois, là aussi, j'ai négocié. Alors, c'est compliqué parce que, évidemment, j'ai dû retenir à l'époque 5 mots d'arabe, et puis les 3 quarts des chauffeurs de taxi ne parlent pas anglais, donc on bricole un peu, mais on y arrive sans problème. Donc j'ai pris un taxi qui m'a emmené dans ce village de Misfa, qui est là. Alors j'ai remis une photo parce que comme ça vous comprenez à peu près déjà comment ça marche. Donc on a une pente, l'amont est ici, l'aval est là. Donc on a le village ancien qui est dans la palmeraie, et la palmeraie qui donc il va s'étaler en contrebas du village ici, avec 2 alimentations, un vallon qui est ici, un vallon qui est là, qui se retrouve à la partie haute du village, et tout ça évidemment va irriguer l'ensemble du système de la palmeraie. Et puis évidemment on a une ville moderne qui va se développer un petit peu plus bas, ou on va le voir, sur un autre coteau. Donc on a ce système-là, hein, de la partie haute, avec un vallon sur la droite ici, un vallon sur la gauche, la palmeraie qui est entièrement organisée autour d'ici. Ça veut dire que ici, on a de l'eau et de la palmeraie. Ça veut dire qu'ici, on est plus bas que là où est le village. Ça veut dire que l'eau a vraiment la capacité d'être emmenée avec tout un système extrêmement riche et savant de phalages, de canaux d'eau pour irriguer tout ce système de palmeraie qui est là. Voilà. Et puis la partie plus moderne qui va s'installer en face de l'autre côté, et puis aller vers la route qui va vers Nisois de l'autre côté de la montagne. Donc le village s'accroche dans la pente, hein, et pour le comprendre, il suffit de s'en éloigner un petit peu, on voit tout de suite comment les choses se font. On a vraiment la roche, d'où sort une tour qui était une tour de garde très très ancienne, qui doit être du XIIe ou XIIIe siècle, et puis sur la roche s'est installé le village qui dégouline et s'installe quand même jusqu'au début de la palmeraie. Et puis la palmeraie, elle, par contre, ça va être tout ce qui va se passer en contrebas. On voit bien ici, hein, la tour sur la photo qui est ici, et puis le village qui est ici. Et donc là, il est en 2 parties, ce village, de part et d'autre. Moi, pour dessiner ce dessin, j'étais dans la partie qui est à gauche ici, et du coup, j'avais une vue sur le dessin sur le village de l'autre côté. Alors, une des raisons pour lesquelles je suis allé à Misfa, c'est que c'est le seul village de tout Oman où il y a une auberge tenue par des habitants. On est chez l'habitant, une auberge dans laquelle il doit y avoir 7 ou 8 chambres, pas plus. Et donc j'avais envoyé un mail, j'avais vu ça, hein, sur un guide, et je m'étais dit, j'avais regardé un peu sur internet, je me suis dit, mais je veux aller là, passer 4-5 jours dans cette palmeraie, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est le seul endroit, sinon c'est que des hôtels comme on les a vus tout à l'heure, ou des hôtels très chics, très, très riches, etc. Et quand j'ai envoyé un mail au mois d'octobre, il n'y avait pas de... Il y avait plus de chambres disponibles au moment où j'y allais. Vous le voyez, c'était tout à fait en fin d'année, sur voilà, 30 décembre au 2 ou 3 janvier. Et donc, c'était complet. Et évidemment, j'étais un peu triste. Et du coup, le propriétaire me dit, mais si vous voulez, vous allez voir, si vous voulez, je peux vous installer un matelas avec une petite tente sur la terrasse. Et si vous voulez, vous pouvez dormir sur la terrasse. Oh, et j'étais évidemment ravi. Et évidemment, ça a été pour moi encore mieux que peut-être à l'intérieur de la maison, puisque sur cette terrasse, j'étais réveillé le matin très tôt, et donc j'avais le lever de soleil depuis la terrasse pour moi tout seul, et du coup c'était très très bien. Donc voilà la réalité de cette petite auberge dans une maison en terre restaurée, avec des gens qui sont encore paysans, hein, mais qui évidemment aujourd'hui reçoivent du monde et fonctionnent plutôt très bien. Un accueil d'une richesse humaine absolument incroyable, une attention très très forte, et puis les dîners le soir sur la terrasse en haut. Et de façon étonnante, on était peu, on était une quinzaine maximum, et du coup, on papotait les uns avec les autres. Et il y avait une telle tranquillité dans cette auberge que le soir, on se surprenait à chuchoter
à table, tellement on était dans une logique de écrasé par la sérénité du lieu, quoi. Et donc un lieu très très beau. Et donc voilà ma chambre. Donc ils nous avaient quand même mis une petite tente. Au départ, il y avait un couple à côté de moi, puis après il n'y avait plus personne. Et donc moi j'étais dans la deuxième au fond là, dans mon petit coin. Et je vous assure que j'étais super heureux. Je montais avec mon petit café, voilà. Et c'était plutôt très très bien. Et le matin donc j'avais cette vue depuis la terrasse de Misfa Old House. J'avais cette vue sur la montagne exceptionnelle de lever de soleil, qui était évidemment un lieu d'une très grande beauté. Alors, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de comprendre comment fonctionne cette palmeraie. Et donc, le premier matin, en me levant, après le petit déjeuner, je suis remonté tout en haut du village, de la Palmeraie, de la tour fortifiée qu'on voyait tout à l'heure, et j'essayais de comprendre d'où venait l'eau. Parce qu'évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine et puis comment ça marche, quoi. C'est pourquoi là. Et donc, j'ai avancé, je suis monté, j'ai marché quelques heures en remontant au-dessus de la Palmeraie, hein, le chemin qu'on a vu tout à l'heure. Et puis j'ai évidemment au départ longé ces canaux, l'eau qui coule en permanence avec ce bruit, cette fraîcheur, cette clarté, enfin voilà. Et puis je suis arrivé en haut et là on arrive dans un chaos rocheux. Et puis, on ne comprend pas très bien d'où vient l'eau, parce qu'elle sort de ces systèmes rocheux, mais on voit bien qu'en même temps, tout ça a été structuré, aménagé, construit. Et puis, petit à petit, quand on descend, eh bien, évidemment, ça devient évidemment encore plus organisé, structuré, avec des systèmes de dérivation, d'eau qui peut partir dans des canaux secondaires, des systèmes de ponts et de ruelles, d'escaliers qui montent dans des maisons, etc. Tout ça est d'une richesse incroyable. Donc, je vais à la fin montrer des schémas qui montrent d'où ça vient et comment ça marche, quoi. Ce qui est évidemment magique, c'est l'impression d'abondance dans la rareté. C'est-à-dire que la rareté est évidente. On sait que l'eau est absolument précieuse, on n'en perd pas une goutte. Et quand on se balade, et là c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, on n'avait pas l'odeur, et là on n'a pas le bruit. Mais vous pouvez imaginer évidemment dans un lieu de sérénité absolue, le bruit de l'eau et donc sa présence, omniprésence de l'eau, à la fois au travers de l'eau et à la fois au travers de la végétation qui est là parce qu'il y a de l'eau. Et donc on a en plus ce travail inouï de l'homme pour aménager du plat dans la pente et dans cette montagne très très dure, fabriquer finalement des terrasses, fabriquer des lieux de production des légumes, des céréales, dans cette logique que vous connaissez, hein, oasien, système oasien, où on a les palmiers qui créent un premier niveau d'ombre, pour après avoir des fruitiers, on va le voir tout à l'heure, des bananiers, des orangers, des choses comme ça, et puis dessous encore, dans une espèce de microclimat de fraîcheur entretenu par ces deux premiers niveaux, les systèmes de légumes et de céréales. Donc évidemment, on a ce paysage que chacun évidemment a en tête, mais qui est voilà. Moi, pendant 3-4 jours, j'ai pris un plaisir inouï à simplement me promener dans ces paysages-là. Et encore une fois, toujours ce contraste absolu entre la montagne, l'architecture qui semble complètement issue et poussée depuis la montagne, puisque le matériau est là et finalement les volumes sont d'une simplicité incroyable. Et puis donc là aussi cette architecture de l'agriculture pour produire là où a priori la terre n'a aucune raison de s'installer et l'eau aucune raison de rester. Euh, voilà, donc et j'ai passé encore une fois un temps infini à simplement être là et observer tout ça. Alors, bien sûr, je vais revenir dessus, mais l'eau est précieuse. Je l'ai dit tout à l'heure au départ sur donc ces canaux qui s'appellent des phallages. Encore une fois, en Iran, ça s'appelle des kanats, et donc c'est une spécificité aussi par rapport à la provenance de l'eau qui ne vient pas de source, mais d'un système de captation de nappe. Et puis, bien sûr, on a les systèmes de distribution de l'eau, des droits d'eau, parce que tout ça est extrêmement réglementé. Donc, chaque famille a droit à un temps d'eau, et puis après, il y a des possibilités d'échange, de marché, etc. Mais au départ, c'est un système de réglementation, et vous imaginez bien
que le maître de l'eau, le maître du temps de l'eau est quelqu'un qui a un pouvoir énorme dans le village. Alors le système est évidemment très équilibré. On est dans un système, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 3 étages de végétation, mais c'est vrai aussi par rapport à la terre et puis par rapport à la façon qu'on a d'amender la terre, finalement de façon la plus naturelle qui soit, en utilisant les déjections des animaux qui en même temps sont des vecteurs, des outils de transport des matières et voilà, tout ça est évidemment un système extrêmement autonome, extrêmement une économie circulaire complète, qui est une leçon. Alors, j'ai bien compris qu'on n'allait pas revenir à l'âne, au crottin d'âne et à un système comme ça dans nos modèles occidentaux. Enfin, quand même, revenir sur des systèmes un peu plus résilients, un peu plus résistants en regard de la fragilité de notre monde, je pense qu'on a des leçons à tirer de ce système patrimonial. Alors l'eau, évidemment, a une valeur croissante ou décroissante, comme on voudra, mais vous comprenez bien que la première utilisation de l'eau, c'est l'eau potable, le plus en amont possible, c'est-à-dire en haut du village, on a les systèmes d'alimentation en eau potable. Puis après, le deuxième, j'ai pas d'image par rapport à ça, mais le deuxième, ça va être l'eau sacrée, ça va être l'alimentation des lieux pour la mosquée. Je suis en train de chercher le nom m'échappe, mais les ablutions, voilà, les lieux d'ablution pour la mosquée. Et puis le troisième point, c'est le bassin collectif d'eau, dans lequel évidemment on a la capacité de puiser l'eau pour d'autres choses. Moi, j'ai vu des gamins d'ailleurs qui se baignaient là-dedans. On voit que c'est un lieu de sociabilité, de plaisir. C'est une sorte d'espace public un peu stratégique dans le village. Et puis après, on va alimenter les terrasses des jardins. Mais on comprend qu'il y a une hiérarchie très très forte. Hein. L'eau elle part pas comme ça. Hein. Il y a évidemment une organisation extrêmement hiérarchisée, symbolique et d'usage, et tout ça est très très réglé et très organisé. Et c'est pas du tout, bricolé, quoi. Voilà, on est quand même sur une organisation extrêmement savante, qui est une organisation paysagère et architecturale, qui se traduit dans le paysage et l'architecture, mais qui était vraiment avant tout une organisation sociale. Donc avec ce système, encore une fois, que j'ai pris un réel plaisir à dessiner. Alors évidemment, je l'ai dit, mais vous l'avez bien compris, en dehors de cette famille, mais quelque part qui est en train à MISFA d'initier un nouveau modèle de développement, parce que ça marche, et quand ça marche, eh ben, les gens sont pas bêtes. Hein. Si ça marche, eh ben, on va pouvoir développer ça. Donc quelque part, ils sont en train de mettre en route une machine touristique qui était une vraie plus-value par rapport au patrimoine. Et le tourisme est sans doute une des à la condition qu'il soit imaginé comme il l'est ici, est sans doute un moyen de sauver du patrimoine et de réinitialiser des capacités de faire fonctionner ces palmeraies, de préserver ces systèmes d'économie circulaire magiques. Mais en attendant, c'est des lieux, vous le voyez ici, qui sont soumis à des dégradations extrêmement importantes, à finalement là aussi, mais comme partout, une espèce de facilité de manufacture d'objets qui se passe d'artisans. Ça veut dire que le menuisier et l'ébéniste ou l'artisan qui faisait ça a disparu. Ça veut dire qu'évidemment, on retrouve dans ces ruines-là, on retrouve ce genre de choses, mais ce qu'on perd, c'est pas simplement une porte en bois, c'est ce que je disais à l'instant, c'est cet art, cette culture locale autour de la sculpture et du bois. Évidemment, vous comprenez bien que la porte, c'était le lieu d'expression de la richesse et du savoir-faire, et que donc la famille qui avait une porte ouvragée, c'était pas n'importe quelle famille. Tout ça, évidemment, ça se perd, et c'est très 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 dommage. Voilà. Et je trouve ça d'une tristesse absolue. Donc c'est pour ça que j'espère que cette mécanique touristique ira un petit peu plus loin et puis réveillera les consciences de cette valeur-là. C'est vraiment pour l'instant pas du tout le cas de ce pays, alors qu'il en a les moyens évidemment de sauver ces palmeraies et ces villages. J'ai remis cette photo parce que elle parle, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on ne sent pas dans des images comme ça ou dans des dessins. L'odeur, on la sent pas, le bruit, on le sent pas, mais la fraîcheur, on la sent pas non plus. Et quelque part, ce contraste de lumière et de noir et de lumière puissante
vous explique d'un seul coup le passage de l'ombre à la lumière et le passage de la chaleur à la fraîcheur, à quel point ces villages étaient malins, étaient intelligents par rapport à la question de la gestion du climat. Ça aussi, ça doit peut-être résonner dans nos têtes par rapport aux enjeux qui sont les nôtres et qui vont être les nôtres de plus en plus, puisque après la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes, la crise climatique est évidemment beaucoup plus sournoise parce qu'elle n'est pas violente du premier coup comme ça, mais elle est implacable dans sa façon qu'elle aura de détruire notre monde et notre système de société. Et donc, ce qui est très malin ici, mais qu'on va retrouver dans le sud marocain et dans plein d'autres endroits, c'est comment des sociétés de l'avant-pétrole ont su gérer ces questions-là, c'est-à-dire avec des systèmes extrêmement économes. Voilà. Ça va être vrai dans les fermes vosgiennes, ça va être vrai évidemment dans d'autres endroits où on était malin par rapport à la gestion du climat sans les béquilles fossiles. Voilà, donc évidemment tout ça c'est un grand plaisir de dessin et de passage. Honnêtement, j'ai passé 4 jours que j'ai encore en tête de bonheur absolu. Voilà, ça fait partie de ces endroits où on a envie de rester. Alors le système, je l'ai dit, hein, je vais un peu terminer avec ça, mais globalement le système euh, de la palmeraie avec les étages, vous avez à gauche, le système extrêmement savant et complexe. Alors le dessin qui est à droite, c'est une des sagas, donc on est au Maroc, c'est pas un schéma de Oman, mais c'est le même système, un système extrêmement organisé de canaux principaux avec des canaux secondaires et des droits d'eau dans les parcelles. Ce que vous apercevez, c'est les parcelles. Évidemment, je l'ai dit, c'est la production hein, extrêmement variée. Donc les palmiers avec tous les apports possibles et imaginables j'ai dit tout à l'heure, de bois, de fraîcheur, de dattes, etc. Et puis les fruitiers qui peuvent être les bananes et qui en l'occurrence ici étaient beaucoup les citrons, je vais revenir dessus. Et puis après les légumes. Et donc le système qui est incroyable, donc là c'est un schéma qui est plutôt Iran, hein, les kanates. Ici ça s'appelle des phallages, mais c'est le même système. Et ça c'est incroyable. Ça aussi avant d'aller en Iran, parce que j'avais découvert ça en Iran avant. En fait, c'est pas une source qui est captée, c'est un système de nappe phréatique alors liées au système montagneux, donc aux nappes phréatiques qui ne sont pas tout en bas, mais qui sont des nappes phréatiques qui aussi se gèrent à différents niveaux de perméabilité des sols suivant les couches perméables ou imperméables d'argile, de calcaire, etc. Et donc on va creuser des tunnels avec des systèmes d'aération, on va creuser des tunnels jusqu'à la nappe phréatique pour aller capter l'eau là où elle est et après la ressortir là où moi je l'ai vu arriver dans ce wadi, mais finalement, elle vient de beaucoup plus loin de l'intérieur de la montagne. À un moment donné, elle sort, mais il y a tout un travail qu'on ne voit pas qui est à l'intérieur, sous forme de tunnel. J'ai pris des photos, j'ai pas pris des photos, j'ai récupéré des photos sur Internet pour vous montrer un petit peu après. Et puis après, on a le système où elle sort au niveau du sol en haut du village, et puis le système de canaux d'irrigation. Et donc, vous avez sur la droite ici la photo qui n'est pas là, mais on a exactement le même système dans la palmeraie où j'étais à Misfa. On a le système du tunnel, après le système dans la palmeraie, et puis donc ce système de droit d'eau où on va permettre on va organiser, suivant l'irrigation de telle ou telle parcelle, l'arrivée d'eau au bon moment avec des gens qui s'occupent de ça. Et donc ce que vous avez à gauche, c'est la gestion. La gestion se fait nuit et jour, évidemment, puisque l'eau, elle coule nuit et jour. Donc le jour, c'est cadran solaire, c'est avec le soleil. Et puis la nuit, c'est avec le système des étoiles. Et donc, vous avez un gardien de l'eau, un gardien du droit d'eau, qui évidemment, famille par famille, chaque petit bâton correspond à une famille, évidemment, gère, suivant l'endroit où il est, plus en amont, plus en aval, gère le droit d'eau. Et il y a une partie du droit d'eau qui est en réserve, qui n'est pas donnée aux familles. Et cette réserve-là, elle est mise aux enchères. Et cette mise aux enchères, permet au système collectif de récupérer de l'argent pour l'entretien global des canaux, des phallages. Donc on est évidemment sur un système extrêmement savant, extrêmement organisé, qui est tout à fait étonnant et qui est ce système qui a fait fonctionner et organiser les micro-sociétés de ces palmeraies. Donc voilà, aujourd'hui, je l'ai dit, la question c'est cette ruine. Alors à la fois
de l'architecture, mais aussi de la Palmeraie, puisque toute la partie amont de la Palmeraie est en très bon état, fonctionne très très bien. Les familles entretiennent ça, mais une grande partie des familles sont parties. Et donc, la partie aval de la Palmeraie, moi je suis descendu jusqu'en bas, et la partie aval est quasiment entièrement abandonnée. J'ai malheureusement très peu de photos, mais les terrasses sont en mauvais état, l'eau n'y arrive plus, etc. Donc il y a aussi le problème de tout cet abandon, en sachant qu'aujourd'hui, une grande partie de l'agriculture, alors on n'est pas dans les mêmes niveaux de besoins, mais une grande partie de l'agriculture productive, parce qu'il y en a à Oman, se fait sur la côte avec de l'eau d'usines de dessalement dans des systèmes de serre. On est dans un système complètement hors sol et déconnecté de toute réalité de terre. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié et naturel. Donc on a un peu oublié ces systèmes-là. Et puis les constructions que vous voyez là. Et puis voilà, le dernier matin, toujours cette vue sur la montagne depuis ma terrasse. Et puis ce dernier dessin que j'ai mis là, c'était aussi le premier sur l'extrait du carnet, la première image. Pourquoi? Parce que ce dessin que j'ai fait en fin de matinée avant de partir de Misfa, j'étais assis et puis il y a un jeune qui s'appelle Fouad, qui s'installe, une jeune trentaine d'années, qui s'installe à côté de moi et on s'est discuté. Comme tous les jeunes omanais, parlaient un très bon anglais. Et puis, commence à discuter et il me dit mais tu sais que la maison que tu dessines, c'est la maison de mon grand-père. Et du coup, on est allé prendre un café à la Misfa Old House, là, tous les deux après. Et puis, il m'explique et il me raconte la vie de son grand-père, parce qu'évidemment, son grand-père avait connu la, la Palmeraie et le pays bien avant le pétrole. Et son grand-père, c'était les années 40, les années 30, etc. Et donc, il me racontait que la richesse à l'époque de cette palmeraie, c'était les citronniers. Alors là, il n'y en a plus, il n'y a plus de citrons, mais c'était les citronniers. Les citronniers étaient réputés jusqu'au Pakistan, donc ils partaient évidemment sur des bateaux pour aller très très loin. Et c'était la richesse de cette palmeraie. Puis il y a eu une maladie et le citron n'existait plus. Et donc, je termine sur cette image, puisque la fin, c'est aussi cette histoire-là, c'est-à-dire que le dessin, et moi je tiens beaucoup à ça, c'est aussi un moyen de rencontrer les gens, de faire parler les gens. Il y a un côté très, très accessible, pas du tout agressif. Et pour moi qui suis l'air de rien quand même, comme tout le monde, un touriste, et parfois, lorsqu'il n'est pas le cas à Oman, mais parfois un gros sac à dos vu comme un gros sac à dos de dollars qui se promène un peu partout, eh bien le fait de dessiner rend les choses peut-être plus humaines et plus faciles on a un échange plus facile. Et en tout cas, pour moi, ça fait partie de la plus-value de ces dessins. Et c'est ce que j'écris dans mes carnets. Et évidemment, quand je ressors mes carnets 10, 15, 20, 30 ans après, ces histoires-là, elles sont encore très, très présentes. Voilà. Donc, prenez une date, servez-vous, et puis, bonne soirée. Merci à vous. Et puis, il y a un carnet de voyage semaine prochaine au Laos. Voilà, merci, au revoir.